les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo comme promis aujourd'hui qui va être donc une vidéo très longue, je pense que vous l'avez vu en cliquant dessus. J'ai décidé d'appeler cette série de vidéos les Tea Time. J'ai décidé, vous le savez, il y a quelques jours, de vous proposer une série de vidéos que je ferai comme ça de temps en temps le dimanche. Alors a priori au mois de décembre je vais en faire tous les dimanches, puis après une fois que le mois de décembre sera passé, peut-être que ce sera une vidéo du dimanche, peut-être que ce sera tous les dimanches, peut-être que ce sera un dimanche sur deux, je ne sais pas. Mais j'ai envie de faire ces vidéos où je me pose avec vous et où on prend vraiment le temps d'aller répondre à vos questions, vraiment des vidéos conseils en fait sur des sujets différents. Donc aujourd'hui j'ai choisi pour cette première de vous proposer la sexualité, le couple. C'est peut-être un thème qu'on refera parce que je vois que j'ai eu 98 questions. Je vais évidemment, même dans une vidéo longue, ne pas pouvoir traiter les 98 questions, donc je vais en traiter un bon nombre et je vais essayer de traiter des sujets variés, l'histoire que vous puissiez, comment dire, vous retrouver dans les différents sujets. Peut-être que votre question était un peu similaire et vous allez pouvoir voilà, piocher des choses. Donc n'hésitez pas à vous poser comme moi avec votre thé ou votre café, puisqu'on a appelé ça des tea time parce que justement on va prendre le temps. Et moi je trouve que c'est le moment, le tea time, quand je prends un thé avec quelqu'un, avec une copine, dans un café, dans un coffee shop ou un truc comme ça, j'y reste longtemps, on discute, on refait le monde, on se donne des conseils, on parle de mecs, on parle de boulot, on parle de make-up, on parle de trucs, voilà, divers et variés. J'ai vraiment envie que ces vidéos ce soit cet espace-là. Donc ça va être des vidéos scandaleusement beaucoup trop longues pour YouTube, mais c'est pas grave. Et ça va être aussi des vidéos scandaleusement pas montées, c'est-à-dire que je vais monter, je vais couper genre les moments où je cherche dans mon téléphone la question suivante ou ce genre de choses, mais je vais vraiment faire un montage minimaliste et je m'en fous de me répéter. J'ai vraiment envie de prendre le temps. En fait, très souvent dans les vidéos YouTube, j'essaye de faire que ça soit dynamique, de pas me répéter. Au montage, je coupe si je me répète pour pas que ça soit chiant à écouter. Et là, j'ai pas cette envie-là, quoi. J'ai vraiment une envie de vous parler comme je vous parlerais si je vous avais en face de moi. Et je vous le disais précédemment, mais en fait, la raison d'être de cette série de vidéos aussi, c'est que très souvent, je reçois des messages de votre part où vous me demandez de l'aide, vous me demandez des conseils sur des sujets. Et je sais que j'aurai des choses à vous répondre et je le fais pas. Je le fais pas parce que c'est des emails ou c'est des trucs sur Instagram, des messages privés sur Instagram. Et c'est trop long, je me vois pas vous répondre en vocal de 1 minute et en même temps je vois pas vous répondre à l'écrit. Enfin, j'arrive pas à me dépatouiller en fait avec les messages privés. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à me dépatouiller avec les messages privés. Et souvent je me dis aussi que ça servirait à beaucoup de personnes parce que vous allez le voir là dans les questions, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Donc je trouve que ça a beaucoup plus de valeur et ça me ressemble davantage et c'est plus facile pour moi si je vous fais des vidéos comme celle-ci. Donc du coup ça va être des vidéos, vous l'avez compris, conseils. Évidemment, comme je suis coach de vie dans la vie, que c'est mon métier, je vais aussi prendre une posture de coach par moment, mais je vous ferai bien la distinction, les moments où c'est Esther la coach qui vous parle et les moments où c'est Esther Taïfé qui vous parle, l'être humain. Évidemment, quand on donne du conseil, la différence entre la posture de coach et la posture de conseil, c'est que quand on donne du conseil, on y met toutes nos projections, c'est-à-dire toutes nos valeurs. Moi je ferais ça à ta place, moi je vois les choses comme ça, je suis d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça, je trouve ça grave, je trouve ça pas grave, je trouve ça comme ci, comme ça. Et évidemment, comme on n'est pas vous, c'est compliqué d'écouter un conseil parce qu'un conseil, il vient de quelqu'un avec son histoire, son vécu, sa vision des choses, ce qui est mon cas. Donc je sais que si vous me demandez des conseils, c'est parce que justement vous voulez mon avis avec mon histoire, ma vision des choses, etc. Mais j'ai aussi envie, parce que je trouve ça beaucoup plus puissant, de vous donner aussi quelques clés que je donnerais si je vous avais en séance de coaching. Alors évidemment, ça remplace pas du tout une séance de coaching, on est bien d'accord, mais c'est le mieux que je puisse faire auprès de 130 000 personnes. Donc je pense que vous m'en voudrez pas. Et voilà, et moi je vais prendre pas mal de plaisir à faire ça, je pense, parce que c'est un truc que je veux faire depuis tellement longtemps en fait, où je me retrouve avec cette frustration de pas pouvoir répondre. Et c'est casse-pied quoi, voilà. Donc j'ai mis mes lunettes, parce que normalement je porte des lunettes dans la vie, donc vous allez peut-être voir l'anneau dans le reflet, je suis désolée. C'est ça où je vois pas ce que vous écrivez, donc là pour le coup j'ai vraiment besoin de pouvoir vous lire, voilà. Et vous avez vu mes cheveux sont en train de pousser. Je suis très contente, je suis en train de refaire pousser mes cheveux, ça y est, je peux commencer à faire une queue de cheval. Et ça, c'est cool. Voilà. Bref, c'était une aparté. Donc on est parti aujourd'hui, thème de la sexualité et du couple. Vous avez été pas mal à me demander de vous laisser en anonyme, donc ça va être beaucoup en anonyme. Donc le premier message est anonyme. Bonjour Esther et merci pour ce projet de vidéo, c'est une superbe idée. J'aurais aimé connaître ton avis sur ce sujet, après avoir vécu du harcèlement au collège il y a une dizaine d'années autour de la sexualité, donc fausses rumeurs, insultes, etc. Comment retrouver une sexualité épanouie et non mêlée de la culpabilité?
Comment se défaire de cette pensée que le sexe est mal et même dangereux, car potentiellement source de problèmes. Merci d'avance et belle journée à toi. Pfiou, on commence fort. Bon, déjà je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé au collège parce que c'est affreux et ça c'est vraiment du sexisme en fait. Et je suis navrée et ça me révolte quand j'ai ce genre de message. Et voilà, et j'espère que collectivement on va réussir à faire que ce genre de choses n'arrive plus parce que shamer les femmes sur leur sexualité, moi je trouve ça atroce, ça me rend folle en fait. Maintenant, quoi faire aujourd'hui? Moi je te dirais déjà, si c'est pas déjà fait, de te faire suivre par un psychologue. Déjà, pour pouvoir en parler, avoir un espace de non-jugement où tu vas pouvoir en parler sans essayer de chercher des solutions. Si c'est pas déjà fait, vraiment je t'encourage à aller vers ça. Et ensuite, pour comment te défaire de cette image que la sexualité c'est dangereux et source de problèmes, moi je pense que malheureusement c'est un peu, c'est tellement internalisé dans notre société qu'en fait c'est à nous en tant que société de changer ça en fait, de changer cette vision des choses. J'espère le faire un peu à travers mes vidéos. Bon après je suis une goutte d'eau dans l'immensité de l'océan du monde, mais je te dirais peut-être de te demander. Je crois que je te demanderais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est peut-être la coach qui parle, mais je te dirais, toi, qu'est-ce que tu en penses, en fait? Qu'est-ce que tu penses de la dangerosité du sexe? Qu'est-ce que tu penses du sexe? Est-ce que c'est mal à tes yeux, en fait? Et si la réponse est oui, pourquoi? Et est-ce que tu es d'accord avec cette raison, en fait? Déjà, en fait, je t'inviterais à te poser cette question parce que ça te permettrait de voir qu'est-ce qui est des choses que tu crois vraiment et quelles sont des choses qui, en fait, proviennent de ce qui t'a été inculqué, mais qu'en réalité, ça te ressemble pas et t'y crois pas une seule seconde. Parce que ça va être beaucoup plus facile de te défaire de façons de penser qui en fait ne t'appartiennent pas. Si tu te rends compte qu'en fait non, t'es pas d'accord avec ça, tu vas pouvoir peut-être pour t'aider en fait dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à te défaire de cette pensée, de cette culpabilité qui est associée. Ça va t'aider de te dire, bah en fait cette pensée elle m'appartient pas. C'est pas moi qui pense ça, c'est la société, c'est mes collègues au collège, voilà, mais c'est pas moi. Moi personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Donc ça va t'aider en fait à te défaire de ça. Et peut-être quelque chose qui peut t'aider, c'est d'assister à des cercles de femmes, en fait. Si tu en as près de chez toi ou si tu en trouves sur Internet, je suis en train de réfléchir à en proposer. Donc voilà, c'est un peu une galère à organiser, mais peut-être des cercles de femmes, ça pourrait beaucoup t'aider. Et en attendant, je te dirais de te rappeler qu'en fait, il y a une bonne partie de ces pensées-là qui t'appartiennent pas et que c'est pas vrai, en fait, que t'es pas d'accord avec ça. Et sache que la culpabilité, c'est vraiment une émotion qu'on est beaucoup de femmes à ressentir. On a grandi, en fait, ça encore, c'est du sexisme, hein, mais on a grandi avec cette idée qu'on doit porter finalement j'allais dire on doit porter la misère du monde, mais on doit être là pour prendre soin, on doit être là pour être parfaite et tout. Et c'est un sentiment qu'on est beaucoup à avoir, donc sache que t'es pas la seule. Je sais pas si ça peut t'aider, mais moi, ça m'aiderait de savoir ça, quoi. Je vois qu'il y en a aussi quelques-uns et quelques-unes qui m'ont mis des messages qui n'étaient absolument pas dans le thème, donc je suis désolée, je vais sauter le thème. Et ça m'amène aussi à vous dire quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dès maintenant, vu qu'on se voit aussi dimanche prochain pour une autre vidéo Tea Time, j'ai choisi le thème et ça va être sous vos recommandations, le thème de la mission de vie, être paumé dans sa vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, enfin tous ces sujets-là un peu, je suis perdue dans ma mission de vie et je sais pas quoi foutre de ma vie. Je vous aurais mis le questionnaire Google en barre d'infos. S'il vous plaît, pour ceux qui regarderont ça pour la première fois, m'envoyez pas ni des emails, ni des MP, ni des choses comme ça parce que je voudrais que ça soit tout au même endroit et que ça n'influe pas aussi les emails parce que c'est beaucoup Iris qui reçoit mes emails et elle c'est un boulot monstre si vous lui envoyez des emails. Donc s'il vous plaît, pour simplifier et pour que je sache que c'est pour la vidéo, remplissez le questionnaire Google. C'est pareil, hein, pour vous c'est pareil, vous avez aussi tout l'espace pour écrire, mais c'est juste que moi ça me permet d'avoir tout au même endroit. Voilà, donc pour la semaine prochaine. Alors, est-ce que le brouhaha, donc là aussi c'est en anonyme, est-ce que le brouhaha avec la nourriture peut exister avec son rapport à la sexualité? Du genre, compliquer à fond le rapport au désir et à la libido, à force de tout psychologiser, ouais, et surinterpréter les intentions de l'autre, les fluctuations de libido de l'autre, etc. Peut-on se coacher avec le modèle de Brooke Castillo pour arrêter de se raconter du bullshit dans son rapport au sexe et à la libido, comme se raconter que la sexualité ça devrait
être à telle fréquence, etc. etc. Oui, complètement. C'était une question fermée, mais je vais développer un petit peu, mais oui, complètement. Complètement. C'est un truc que moi j'ai pu remarquer. Il y a beaucoup de choses dans notre rapport à la sexualité qui sont liées à ce qu'on imagine de l'autre en face. Et du coup, tout ça, évidemment, tu peux te coacher avec le modèle de Brooke, remarquer quelles sont les pensées que tu as, du coup comment tu te sens, du coup quelles sont les actions que tu fais et comment ça valide ton truc. Par exemple, si tu te racontes que t'as pas de libido, que t'as pas assez de libido, que t'as pas assez envie de la personne, ou que tu te racontes que ça doit sûrement vouloir dire que tu l'aimes plus, ben en fait, la façon dont tu vas te sentir si tu te dis j'ai pas de libido, j'ai pas de libido, j'ai pas de libido, peut-être que tu vas créer de la peur, peut-être que tu vas créer... ça va dépendre des personnes évidemment, hein. Cette pensée va pas créer la même émotion chez chacun, mais peut-être de la peur, peut-être de la culpabilité, peut-être de l'angoisse, peut-être, je sais pas, de la honte, enfin voilà. Et quand tu vas te sentir comme ça, tu vas remarquer qu'en fait, tes actions, ça va souvent être peut-être de trop intellectualiser autour de ça, peut-être de pas aller vers ton conjoint, de l'éviter, de choses comme ça. Et le résultat que ça crée, c'est que ça valide cette pensée de départ que tu n'as pas de libido, parce que si tu évites ton conjoint et que tu n'en parles pas avec lui ou avec elle, si t'es dans la fuite, si t'intellectualises et que tu te dis que t'as un problème, bah en fait tu vas pas avoir un rapport libéré par rapport à ta sexualité, et en fait tu vas créer encore plus de manque de libido. Donc c'est super intéressant de se coacher là-dessus, donc oui, go, franchement c'est un super outil pour ça. Moi je l'ai déjà utilisé à titre personnel sur le couple et sur la libido pour me... Coucou Esther, donc là aussi c'est en anonyme, j'ai un problème récurrent avec mon compagnon d'inégalité de libido. Il a envie d'avoir des relations sexuelles plus souvent que moi et perçoit mes refus comme un rejet et un manque d'amour. Dans ma précédente relation, je me suis énormément forcée à avoir des relations sexuelles pour faire plaisir, quasiment tous les jours, et j'ai vraiment réalisé quand ça s'est terminé que je ne voulais pas revivre ça. J'avais l'impression d'être déconnectée de moi-même. J'aime beaucoup les relations sexuelles que nous avons quand j'en ai réellement envie, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, grosso modo, mais je vis assez mal quand je le fais pour répondre à sa demande. Je ne sais pas comment combler ses besoins sans me faire du mal. J'ai essayé d'améliorer mes langages de l'amour, nous l'avons tous les deux lu, mais le sexe reste un élément clé et essentiel pour lui, et rapidement, après quelques jours, je ne me sens plus suffisamment aimée. Non, rapidement pour lui, pardon. Il ne se sent plus suffisamment aimé. Merci d'avance pour tes réponses et conseils et tout ton contenu qui influence ma vie depuis des années. Gros bisous. Bah, écoute, je t'en prie. Merci à toi de prendre le temps de m'écrire et puis de me faire confiance à ce point pour me parler de sujets aussi intimes. D'ailleurs, c'est un truc, moi, qui m'émeut à chaque fois de me dire waouh, vous avez une confiance en moi et je me sens extrêmement privilégiée. C'est un truc que j'ai pas pensé à dire au début de la vidéo, mais je me sens privilégiée du lien et de la confiance que vous m'accordez, et sachez que je la valorise vraiment très fort et que j'ai conscience de ce que ça représente. Voilà. Et c'est partagé en fait. J'ai aussi cette confiance-là et je pense que vous pouvez le voir via ce que je vous partage sur la chaîne. Enfin, j'espère en tout cas que c'est visible. Alors, sache déjà, meuf, parce que t'es une meuf, d'après ton prénom, meuf, sache, et je te parle comme si t'étais une pote, hein, que ça, c'est un truc qu'on a... Je mets mon doigt à couper qu'on l'a toutes vécu en fait. Je mets ma main à couper qu'on l'a toutes vécu. Ce truc de se forcer parce qu'on aime l'autre, hein. On le fait pas en se disant qu'on devrait et tout, mais on se dit juste bah, j'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai envie qu'il se sente bien dans la relation et du coup je me force un peu et voilà, dans la culpabilité en plus de nous pas avoir assez envie. C'est un truc internalisé, c'est un truc... Voilà, qui va beaucoup revenir, hein, ces histoires de culpabilité, de responsabilité, de je dois me sacrifier, etc. C'est un truc, avoir été élevé dans le sacrifice, voilà, on l'a toutes vécu. Donc sache que t'es pas du tout la seule, et je te comprends totalement dans ta volonté de pas te forcer en fait, de plus le faire parce que tu l'as fait, parce que tu as décidé que tu voulais plus le faire, parce que c'est douloureux de se forcer à ça, et je le comprends et c'est tout à fait légitime que t'aies plus envie de ça quoi. Donc sache que tu as raison de te faire confiance là-dessus et de pas vouloir de ça. Maintenant, je comprends aussi la souffrance de ton compagnon qui, lui, le vit comme un manque d'amour. J'imagine que si vous avez lu tous les deux les langages de l'amour, il y a des chances que dans son langage à lui, il y ait le toucher physique. C'est souvent le cas quand le manque de sexualité est une souffrance chez l'un ou chez l'autre. C'est souvent que le langage de l'amour, c'est le toucher physique.
Moi je te dirais, écoute, je pense que là ça va demander beaucoup de communication. Là je vais passer en mode conseil, hein, mais pour moi ça va demander beaucoup de communication, que lui comprenne qu'en fait c'est pas parce que tu ne l'aimes pas, même s'il continuera à se sentir pas aimé, etc., de lui rappeler continuellement que c'est pas que tu ne l'aimes pas, c'est que tu t'aimes toi en fait, et que meuf, ton besoin passe avant, et c'est normal en fait. Et pour chacun d'entre nous, et je sais qu'on nous a appris socialement que si on faisait passer notre besoin avant, on était égoïste. La réalité, c'est que ce qui est égoïste, c'est de faire passer le besoin de l'autre et de lui reprocher après. En fait, tu es responsable de tes émotions et de comment tu te sens, et tu es responsable que tes besoins soient comblés. Or là, ton besoin, c'est de te respecter avant tout. Ton besoin, c'est d'être aligné avec tes besoins à toi et avec qui tu es, et tu n'as pas envie de te forcer en fait. Et je suis certaine que s'il t'aime, il n'a pas envie de toute façon que tu te forces. Lui, ce qu'il voudrait, c'est que tu aies plus de libido. Sauf que la réalité, c'est que tu n'as pas plus de libido, et que voilà quoi. Donc s'il n'est pas ok avec ça, j'ai envie de te dire qu'il aille chercher quelqu'un qui a plus de libido, mais la réalité c'est qu'on a souvent des différences de libido et que c'est tout à fait normal en fait, et que ça fluctue aussi pendant la vie. Je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais moi je peux te dire de par mon expérience, j'étais plusieurs fois dans un couple de longue date, j'étais 10 ans dans une première relation, enfin quasiment 10 ans, là ça fait 5 ans que je suis dans une relation. Et les fluctuations de libido, c'est normal. Et je crois qu'il y a aussi un truc qui est socialement inculqué, qui est de se poser la question, enfin avec lequel moi je suis pas d'accord, mais pourquoi c'est un problème de pas avoir la même libido en fait ? Pourquoi on a décidé que c'était un problème ? Pourquoi c'est important d'avoir une sexualité et d'avoir beaucoup de sexualité ? Genre on nous a appris qu'il fallait faire du sexe en gros 2 ou 3 fois dans la semaine, que c'était la norme, qu'il fallait avoir beaucoup de désir, avoir constamment du désir, que si on n'avait pas de désir pour son compagnon ou sa compagne, c'était qu'on ne l'aimait plus. C'est pas vrai en fait. Ça sort d'où ce truc de il faut absolument avoir la libido ? Et qu'est-ce que tu peux partager d'autre avec ton compagnon qui va faire qu'il va se sentir aimé, que toi tu vas te sentir aimé et respecté, et lui la même chose, qui n'implique pas de te mettre dans une posture de sacrifice en fait. Et vraiment moi je t'encouragerais à beaucoup communiquer avec lui, et la partie coach de moi te dirait d'aller questionner en fait cette croyance que c'est un problème de ne pas avoir la même libido. D'où ça te sort, et est-ce que tu es d'accord avec ça en fait? Et est-ce que votre relation repose sur la sexualité? Et si c'est le cas, est-ce que tu es ok avec ça en fait? Alors ensuite j'ai Camille qui est ok de pas être anonyme, qui me dit quelle est ma problématique? Apprendre le lâcher prise. Je suis en train de sortir d'une relation de 10 ans dans laquelle je ne ressentais plus grand chose, mais que j'ai mis beaucoup de temps à lâcher, ne pas vouloir faire souffrir l'autre, faire souffrir ou décevoir mes proches, reconnaître l'échec en tant qu'investissement, peur d'être seule, peur de tout ce qu'il y avait à séparer et de l'administratif après tant d'années. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'aime, qui me fait renaître côté sentiments et sexualité. Mais les sentiments forts s'accompagnent de peur et de doutes forts, du manque aussi que j'ai du mal à gérer. J'aimerais arriver à lâcher prise, que ces peurs et ces doutes me glissent dessus, et d'arriver à ne plus vivre, à plus vivre dans l'instant présent. J'ai bien conscience que ça fait partie des problèmes de confiance en moi et des peurs anciennes qui restent ancrées. Autant dans mon travail et dans mes relations amicales, j'ai vraiment réussi à me lâcher là-dessus. Je pensais y être arrivée dans le couple aussi, mais dans cette relation amoureuse, tout est tellement fort que par moments, j'ai du mal à gérer. La solution que j'ai utilisée jusqu'à maintenant, c'est de les traiter, c'est-à-dire de les analyser et de confronter la réalité et de relativiser, mais je commence à être fatiguée d'avoir à faire ça en permanence. Comment lâcher prise? Soit en les faisant partir, soit en arrivant à faire en sorte qu'elles me glissent dessus. Merci beaucoup Esther pour ton travail et ton investissement sur tes chaînes et tes podcasts. Tu me fais grandir à chaque vidéo en lançant de nouveaux sujets de réflexion en moi. Je me connais de mieux en mieux et m'accepte telle que je suis, notamment grâce à toi. Bon courage pour ces vidéos. Écoute, merci à toi et merci pour ton petit mot gentil à la fin, ça me touche vraiment. En fait, alors comment je pourrais te conseiller là-dessus? Je comprends déjà. Là, faut aussi que tu sois sympa avec toi-même et compréhensive avec toi-même. Tu as fait 10 ans de relation. Si j'ai bien compris, à la fin de ta relation, c'était un petit peu sur la pente descendante. Voilà, ça faisait un moment, tu as mis du temps à te séparer de cette relation. Et ce que je comprends, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu dans ma première relation qui a duré 9 ans et demi, quasiment 10 ans. Il y a bien 2-3 ans où on était sur une sacrée pente descendante. Et voilà,
Donc je comprends totalement. Je te dirais un peu de te lâcher la grappe là-dessus en te disant écoute meuf, c'est normal, là tout ce que tu vis, les émotions très très fortes en fait, c'est nouveau et c'est normal que ça t'envahisse, je dirais, et que ça prenne beaucoup d'espace et que du coup il y ait beaucoup de pensées, beaucoup de peurs associées. Et moi je te dirais, là le conseil que j'aurais envie de te donner, c'est pour lâcher prise là-dessus, c'est cette pensée-là, c'est d'accrocher cette pensée-là que je vais te proposer, qui est de te dire qu'en fait c'est normal et que que c'est nouveau et que c'est humain et que ça va le faire quoi, et que ça va pas être tout le temps comme ça, et de te laisser en fait le droit de ressentir toutes ces émotions très très fortes et d'être ok avec ça. Et là tu me disais que la solution que tu avais pour l'instant c'était d'aller regarder chaque pensée, de les dégommer, de te coacher sur chacune des pensées, et tu me dis que ça te fatigue et je le comprends. Et est-ce qu'il y a une autre solution? Non, moi je vois pas d'autre solution que d'aller travailler sur chacune des pensées, mais par contre ce que je te propose c'est de ne pas te sentir obligé de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est ok en fait d'être submergé, d'être dans la peur, d'avoir peur du manque, d'avoir peur de l'abandon, d'avoir trop d'émotions, un trop plein, de pleurer et tout, et de juste pas essayer de le traiter. Et d'être ok de te dire bah en fait ça va m'arriver et je vais le traiter à mon rythme. Genre t'es pas obligé de te coacher sur toutes les pensées qui te viennent, même si tu vois qu'elles te servent pas en fait. Tu peux le faire à ton rythme parce que sinon tu vas devenir folle en fait, et c'est beaucoup de travail sur soi. Donc laisse-toi le droit aussi à des moments de pas te coacher quoi, et de pleurnicher, et d'être triste, et de prendre ton chocolat chaud, et de t'avoir peur, et c'est ok en fait. Et voilà, moi c'est le conseil que je te donnerais, et sinon je suis trop contente pour toi. Je trouve ça... Enfin, bravo, c'est l'un des trucs, et même encore aujourd'hui, moi je me le dis, c'est un des trucs les plus durs que j'ai eu à faire, quitter ma relation de 10 ans, donc je le comprends, et je suis trop heureuse pour toi, et j'espère que ça va inspirer d'autres personnes qui sont dans cette situation, qui ont peur de tout, là, toutes les peurs que t'as mis, qui faisaient que t'avais peur de partir, les autres, l'échec, les côtés administratifs, tout ce que t'as connu, parce que c'est une grosse tranche de vie, 10 ans de vie, et bravo, donc... zen quoi, laisse-toi le droit aussi d'accepter cette nouveauté, et voilà, et c'est normal que ça soit un peu overwhelming comme on dit. Ensuite, c'est anonyme et tu me dis bonjour Esther, j'ai 25 ans, je n'ai pas été en couple, flirté ou eu de relations sexuelles, etc. Dès qu'il y a un semblant de rapprochement, cela me fait peur et je m'éloigne de la personne. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans. À titre personnel, je le vis plutôt bien au quotidien, dans le sens où je vis très bien seule, et cela ne m'empêche pas d'avancer dans la vie, même si des fois j'aimerais connaître le plaisir entre guillemets d'être en couple. Par contre, j'ai du mal à assumer face aux autres, et plus le temps passe, plus je me demande comment je vais faire pour annoncer à une personne que je rencontrerai, dans le sens où elle pourrait se dire que je suis bizarre, que cela n'est pas normal, et j'ai peur que la personne fuit mon manque d'expérience relationnelle. Nota bene, je ne pense pas être asexuelle, et je pense qu'à la base, le problème vient en partie d'une relation très compliquée avec mon corps, j'ai des TCA, et que l'idée que quelqu'un touche ou voit mon corps me fait peur, j'ai rajouté des superlatifs. Je voudrais avoir ton avis sur cette question et sur l'impact de la pression de la société sur la normalité entre guillemets d'avoir des relations sexuelles, d'être en couple, etc. Énorme merci par avance pour si tu prends le temps de répondre. Je t'embrasse et continue ce que tu fais sur les réseaux, c'est toujours un plaisir de te suivre. Bah écoute, merci beaucoup à toi, anonyme, mais très joli prénom, et merci pour ton message parce que je pense qu'il va aider énormément de personnes. Et alors, sachez les meufs et les mecs, c'est très courant de ne pas avoir eu de relation à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. J'en croise tout le temps des messages comme celui-ci, j'en ai reçu mais des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers depuis le début de l'existence de ma chaîne. Je connais des personnes comme ça pour qui c'était le cas dans mon entourage, très proche. C'est très courant. Est-ce qu'on peut se rentrer ça dans le crâne, juste vous et moi? Qu'on arrête de penser qu'on est anormaux. C'est juste que comme c'est pas socialement admis, personne le dit, personne le sait. Il y en a qui vivent des doubles vies à faire semblant d'avoir eu des relations alors que pas du tout. Et parfois c'est un choix, parfois ce n'est pas un choix. Et juste, est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, qu'on arrête de se foutre la pression sur cette chose-là? Et meuf, je suis trop fière de toi. Quand je lis ton message, je vois une personne forte qui se dit « Putain, mais moi j'ai pas besoin de mec dans ma vie.
Ça me va quoi, genre je kiffe ma life sans ça, ça m'empêche de rien. Et c'est trop bien quoi, c'est trop bien et t'as le droit en fait. T'as le droit de pas avoir envie d'être en relation. Et je comprends que dans ce que j'entends dans ton message, moi je comprends que c'est pas forcément, enfin je veux dire c'est pas un choix fermé, c'est pas genre j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, juste ça s'est pas fait, je suis tout à fait ok avec ça, ma vie va bien et tout. Si ça se fait ce sera super, si ça se fait pas ce sera super. Dis-moi si je projette, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et du coup, là, je comprends ta peur de, si tu rencontres quelqu'un, aller lui dire. Moi, j'ai envie de te dire, meuf, si tu rencontres quelqu'un, et là, c'est Esther qui parle, l'humaine, hein. Si tu rencontres quelqu'un et que ce quelqu'un, il en a quelque chose à faire, que c'est ta première relation, qu'il se raconte des trucs du genre, ah mon Dieu, je veux pas être avec quelqu'un de pas expérimenté et tout, c'est juste pas la bonne personne pour toi. Il a juste rien compris à la valeur et au privilège que tu es en train de lui donner à te rencontrer, à te connaître de cette manière-là. Je veux dire, next quoi. Franchement meuf, next. La personne qui sera proche de toi de cette manière-là, ce sera quelqu'un qui comprendra d'où tu viens, qui comprendra pourquoi tu vis ces choses-là. Et si elle n'est pas en mesure de comprendre ça, c'est une bonne façon de faire le tri. C'est juste pas la bonne personne pour toi. Point barre. Et attends, je relis vraiment ta question pour m'assurer de pouvoir t'aider. Et je comprends le côté que tu fuis, etc. Tu le mets un peu comme une souffrance, donc peut-être c'est un aspect sur lequel tu as envie de travailler chez toi, donc je t'inviterai à aller creuser un peu cette partie-là. Pourquoi tu es dans la fuite? Est-ce que c'est un masque que tu te mets? Est-ce qu'il y a une blessure derrière ça? Est-ce que tu as peur du rejet? Va explorer peut-être un petit peu ça, peut-être que tu connais les 5 blessures de l'âme, j'avais fait un podcast récemment là-dessus, donc si tu as envie d'aller regarder dans le podcast Se Sentir Bien, tu auras le lien dans la barre d'infos, il est toujours dans la barre d'infos, si j'y pense, etc., je le mets là. Souvent je mets pas les trucs dans le i que j'ai dit que je mettrais, parce qu'il y a un truc très chiant sur YouTube, c'est que ça a changé, avant c'était pas comme ça, mais maintenant il faut que la vidéo soit totalement traitée et totalement mise en ligne pour que tu puisses mettre les i. Ça veut dire qu'au moment où tu mets ta vidéo en ligne et où tu es en train de préparer et tout, ta barre d'infos et tout ça, ta miniature, tes mots-clés et tout, eh ben tu ne peux pas mettre les i. Du coup, moi je veux dire, j'alloue un temps à préparer ma vidéo et à faire ma mise en ligne et ça me saoule de devoir y revenir en fait. Ça veut dire qu'il faut que j'alloue 2 temps pour ça. Du coup, très souvent, j'oublie le deuxième. Donc n'hésitez pas, en général, comme la barre d'infos, je peux la faire, je mets les choses que je dis dans le i, en fait, je les mets aussi en barre d'infos, comme ça, vous pouvez y avoir accès. Il faut que j'arrête de regarder devant moi parce que la lumière fait que j'ai un anneau et après, j'arrive plus à lire. Donc, tu as peur que la personne fuit ton manque d'expérience relationnelle. Donc ça, je te l'ai dit. Je t'ai répondu à ça. Et le côté problème de TCA et de rapport à ton corps, moi, je pense que là, dans ce que tu me dis, je comprends que tu as déjà bossé dessus, que tu es en train de bosser dessus. Et pour moi, là, pareil, tu vois, la personne qui sera en relation avec toi, elle aura cette patience-là et elle aura suffisamment d'amour pour toi pour comprendre ces choses-là et pour t'accompagner là-dedans. Et voilà, quoi. C'est à couper. Et c'est normal, c'est parce que je parle trop, parce que dès que je vais parler plus d'une demi-heure, ma caméra va couper, donc voilà, il va falloir que je rallume tout ça toutes les demi-heures. Ok, ensuite, une autre jeune fille qui veut rester anonyme, donc je te mets en anonyme du coup. Hello Esther, déjà merci à toi de faire ce genre de choses, c'est incroyable qu'il puisse exister des gens qui veulent tout simplement donner de leur temps pour aider autrui. Donc juste merci. Ça me touche énormément ce que tu viens de dire. Merci à toi. Alors, je le dis souvent, mais c'est très égoïste. C'est-à-dire que moi, ça me nourrit d'aider les autres. J'ai une forte valeur de contribution, j'ai besoin de ça et je me sens vide si je le fais pas. Donc, c'est cool que ça vous serve, mais c'est pas du pur altruisme. Je suis pas du tout dans le sacrifice. C'est vraiment que ça me fait du bien à moi aussi de le faire. Pour faire court, comme toi, j'ai grandi dans une famille plutôt traditionnelle et religieuse, où toutes les barbaries traditionnelles sont dites et défendues au nom de l'islam, qui n'en est pas, dans lesquelles marier une petite fille de 14 ans avec un mec de 27 est considéré comme normal. Ça a été le destin de ma mère, qui s'est retrouvée enceinte de moi à l'âge de 16 ans. Ma mère a fait de son mieux pour faire de moi une femme forte et indépendante, et je pense que je lui dois tout. Il va falloir que je me retienne de pas chialer. À 27 ans, je suis ingénieure mathématicienne dans une très grande boîte et je suis la seule fille. #girlpower. Je suis trop fière de toi, meuf. Il faut plus de meufs comme toi. Bravo. À la fin de mes études, 25 ans, j'ai rencontré un mec génial qui a d'abord été mon meilleur ami et qui est devenu par la suite... plus que ça, alors que j'avais décidé de fermer les yeux définitivement
Mince, pardon, excuse-moi. Je suis émue et j'ai du mal à te lire. Alors, je recommence. À la fin de mes études, 25 ans, j'ai rencontré un mec génial qui a d'abord été mon meilleur ami et qui est devenu par la suite plus que ça alors que j'avais décidé de fermer définitivement ma porte aux relations de couple telles qu'elles soient. Quelle qu'elle soit, j'imagine que tu as voulu dire. Il est mon premier copain. L'été dernier, on a franchi un pas dans le sens où on s'est embrassé et câliné, ce qui peut paraître comme rien du tout pour n'importe quelle personne. Mais pour moi, le soir même, je suis tombée malade d'angoisse. J'avais des nausées et des douleurs horribles dans l'estomac. Ça a duré 3 jours, j'ai eu tellement honte de moi que je lui ai dit qu'il fallait qu'on cesse de se voir juste pour lui éviter ce calvaire. Mais il connaît mon histoire et fait preuve d'un grand amour à mon égard. Il dit qu'il est prêt à m'attendre, mais j'ai peur de ne pas en être capable. Et surtout, j'ai maintenant peur que face à une situation semblable, cela se reproduise. Je l'aime et j'aimerais me sentir libre avec lui, mais je ne sais pas comment me débloquer. Que dois-je faire? Que me conseilles-tu? En tout cas, encore merci d'avoir lu mon pavé, je te souhaite le meilleur. Et là, tu as signé ton prénom vu que tu m'as demandé de rester anonyme. Je ne vais pas le dire, mais j'adore ton prénom. Meuf. J'ai de la chance d'avoir des badass women comme ça qui me suivent franchement. Alors, je comprends, mais t'as même pas idée. Je pense que t'as un peu idée, mais je comprends là ce que tu parles, l'angoisse, la boule au ventre, d'embrasser quelqu'un, de serrer quelqu'un dans ses bras, etc. Moi aussi, j'ai grandi, comme tu le sais. Alors, c'est pas l'islam, mais beaucoup d'entre vous qui avez grandi dans l'islam m'avaient envoyé des messages à la suite de mes vidéos sur Témoin de Jéhovah pour dire « Putain, je ressens la même chose, moi aussi, le flirt, la pression, la famille... Donc je sais qu'il y a beaucoup de similitudes dans la pression familiale et la pression sociale. Et moi aussi, je l'ai vécu ça, le fait d'avoir grandi dans une telle honte, genre même se toucher, même regarder sa vulve, même juste toucher un garçon, enfin c'était terrible. Et donc je comprends, mais je comprends et t'es pas du tout ridicule. Et je sais qu'il y a des gens, enfin, je sais plus si c'est les mots ridicules que t'as employés, mais je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça fou. Mais je comprends et je suis trop fière de toi que t'aies passé ce pas et que tu l'aies fait avec cette personne qui a l'air d'être une personne que tu valorises vraiment, dont t'es proche et que tu aimes vraiment et qui t'aime vraiment. Donc, quel conseil je pourrais te donner? Écoute, déjà, meuf, t'as énormément de chance d'avoir croisé cette personne. C'est très dur de croiser ce genre de personne. Et j'ai cette chance aussi d'être en couple avec mon meilleur ami. Du coup, déjà, rends-toi compte de la chance que c'est. Et j'ai envie de te dire, prends le temps d'avoir de la gratitude pour ça. Et le fait qu'il ait cette patience-là, qu'il soit prêt à t'attendre. Maintenant... Là, je suis totalement biaisée, mais j'ai envie que tu vives cette relation, moi, personnellement, parce que je trouve ça trop beau et tellement rare que je suis pas du tout impartiale, je suis pas du tout en posture de coach. Là, j'ai envie de t'influencer pour que tu ailles vers cette personne. Et ça a l'air d'être ton envie dans ce que tu me dis. Je l'aime et j'aimerais me sentir libre avec lui, mais je sais pas comment me débloquer. Quoi faire? Je te dirais, prends ton temps, en fait. Là, ce que tu viens de faire, le fait de te rapprocher physiquement de cette personne, c'est quelque chose qui était impossible à envisager avant. Et tout ton corps te le dit, tu vois, tu as les angoisses, les nausées et tout. Laisse-toi le temps, en fait, de comprendre pourquoi tu as ces angoisses, ces nausées, enfin ces angoisses, ces peurs, ces émotions et que ton corps se manifeste. Et pose-toi la question, est-ce que ton corps se manifeste parce que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas juste pour toi? Ou est-ce que ton corps se manifeste parce que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas juste pour ta famille et par rapport à tout ce qu'on t'a inculqué? Et pourquoi c'est un problème pour toi de ne pas suivre tout ce qu'on t'a inculqué? Et fais la part des choses. Moi ça a été... Là, encore une fois, je vais projeter, mais moi, ça m'a beaucoup aidé de me rendre compte qu'en fait, il y avait des choses de mon éducation que j'allais renier, des choses de mon éducation que je n'allais pas suivre et avec lesquelles j'étais pas d'accord. Comme par exemple le fait de marier une enfant de 14 ans à un homme de 27 ans, de la forcer à avoir finalement une vie maritale alors que c'est encore qu'une enfant, de se marier avec quelqu'un qu'elle n'a pas choisi. Moi, tout ça, c'est des choses que j'ai rejetées, avec lesquelles je ne suis profondément pas d'accord. Par contre, il y a des choses dans mon éducation avec lesquelles je suis d'accord. L'amour du prochain, enfin je suis sûre qu'il y a plein de choses dans l'islam qui te parlent, des valeurs qui te parlent encore aujourd'hui, des choses que tes parents t'ont inculquées avec lesquelles tu es toujours d'accord. Et sache que c'est pas tout ou rien et que s'il y a une part de toi qui, en refusant cette partie-là avec laquelle tu n'es pas d'accord, donc le fait de t'empêcher de vivre un amour auquel tu crois, si c'est quelque chose qui te fait la nausée parce que tu as l'impression que quand tu
tu t'autorises à vivre ça. En fait, c'est comme si tu refusais toute l'éducation que tu as reçue, alors que cette éducation, elle a été donnée dans l'amour. Et peut-être que tes parents, ils pensaient vraiment à bien, en fait, en t'enseignant tout ça. Sache que tu as le droit de ne pas rejeter en bloc toute l'éducation que tu as reçue, en fait, et de prendre les parties que ta mère, ton père t'ont inculquées et de laisser les parties qui ne te parlent pas. Et que si cette nausée que tu ressens, en fait, elle est due au fait de refuser une partie de cette éducation avec laquelle tu es d'accord, sache que tu peux la garder, que tu peux du coup ne pas ressentir la nausée par rapport à ça. En revanche, cette nausée, elle est due au fait que tu as honte de toi parce qu'on t'a appris pendant longtemps que c'était mal de faire ça, que c'était honteux pour une femme de faire ça. Pose-toi, je vais te donner le même conseil que je donnais à l'une d'entre vous au début de cette vidéo, mais pose-toi la question, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et autorise-toi à laisser partir ces pensées si c'est pas les tiennes en fait. Si c'est des pensées qui te viennent, pardon, j'ai bu quelque chose de chaud, donc je vais avoir... voilà, j'ai un corps humain, donc je vais avoir des relents, mais autorise-toi, en fait, à lâcher ces pensées-là et à te dire qu'elles ne t'appartiennent pas, en fait, et que toi, t'es pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un que tu aimes profondément? Et applique-le à toi-même. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Ensuite, question suivante, là aussi c'est anonyme. J'ai été victime d'attouchement sexuel considéré comme viol car il y a eu pénétration avec les doigts pendant de nombreuses années quand j'étais enfant. Je suis en couple depuis près de 25 ans et les rapports sexuels que j'ai avec mon mari se passent très bien, sauf quand il touche mon sexe avec ses doigts. Ça devient alors très douloureux et ça me paralyse comme autrefois. J'ai pourtant tourné la page depuis bien longtemps, j'ai 44 ans et ce passé ne fait plus partie de mon identité. Mon mari est au courant de ce que j'ai subi, mais il semble ne pas comprendre que j'ai encore aujourd'hui des séquelles, bien malgré moi. Que faire? Merci Esther. Ah là là! Je suis terriblement désolée de ce qui t'est arrivé, je pense que tu le sais. Je comprends. J'ai vécu quelque chose d'extrêmement similaire, pour ne pas dire identique, sans vouloir rentrer dans les détails. Et ce sentiment douloureux, lorsqu'il y a les doigts qui sont impliqués, je le ressens encore parfois. Donc je comprends totalement ce que tu vis. Et j'ai envie de te dire que ce n'est pas du tout synonyme. Tu n'as pas l'air d'en douter, mais j'enfonce une porte ouverte quand même. Ce n'est pas du tout synonyme que ton trauma n'est pas passé ou que tu n'as pas travaillé dessus assez ou tout ça. Et ces séquelles, c'est pas de ta faute. Et je sais que tu sais tout ça, mais je tiens à le répéter. Et j'ai envie de te proposer de communiquer avec ton mari là-dessus, de peut-être vous faire aider dans la communication par un professionnel, pourquoi pas une personne qui fasse des médiations. Moi je m'apprête à en faire là prochainement, je commence à faire des médiations. Après je sais pas si je serai la meilleure personne pour vous aider là-dessus, mais des médiations, le principe c'est d'avoir quelqu'un en fait qui vous aide à juste communiquer clairement vos besoins l'un à l'autre quand la communication passe mal. Et là clairement ton mari il est au courant mais il comprend pas. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la communication. Après il faut qu'il le désire. J'ai envie de t'encourager à être comment dire, compréhensif vis-à-vis de lui, parce qu'en fait je crois que c'est quelque chose, on a du mal quand on est dans cette posture là, on est en colère en général que les autres comprennent pas et on se dit qu'il devrait comprendre et qu'il devrait être plus compréhensif, plus présent, plus tout un tas de choses, mais je crois que c'est difficile à comprendre et qu'il y a aussi une part du cerveau humain qui ne veut pas entendre et qui ne veut pas comprendre. Surtout quand on aime quelqu'un, en fait, c'est atroce pour la personne en face de comprendre ça, de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre que ça fasse encore mal. Donc je te dirais de prendre le temps de te mettre à sa place, même si c'est injuste que ce soit toi qui prennes le temps de te mettre à sa place et pas lui à la tienne, hein, on est bien d'accord. Mais comme ça peut réellement t'aider dans ta relation avec lui, moi je te dirais de peut-être prendre le temps de faire ça. Et pour ce qui est du fait que ça te paralyse, de te donner le temps, de ne pas hésiter aussi à aller chercher des réponses dans d'autres approches. Je sais que
En fait, il y a plein de méthodes qui permettent d'apprendre à te connaître et d'aller lever des traumas. Tu vois, évidemment, j'imagine que tu as vu des psychologues et des psychiatres. Donc tu as ça, mais t'as pas que ça. Tu peux avoir plein de choses, de l'hypnose, de l'acupuncture, de la kinésiologie, de plein de choses en fait qui peuvent te parler. Alors le MDR, enfin il y a plein d'approches. Là je les ai pas toutes citées, mais alors je te dirais de pas croire les personnes qui vont te dire ouais moi j'ai fait ça, c'était génial, ça a marché sur moi, il faut que tu fasses ça, ça va être super sur toi, parce que bon c'est naïf de penser ça, mais essaye-toi peut-être d'aller te renseigner et pourquoi pas d'explorer les choses si tu en as envie en fait, si toi ça te fait souffrir, et de te laisser le temps de te dire qu'en fait durant ta vie tu vas rencontrer différentes façons d'aborder les choses et tu vas continuer à lever des choses là-dessus. Moi je sais que là ce week-end d'ailleurs j'aurais dû faire un atelier sur la sexualité. Bon avec le Covid on le fait pas, on va le faire au mois d'avril. D'ailleurs je vous mettrai peut-être je vous mettrai peut-être le lien si vous voulez vous inscrire à cet atelier, mais ça va être un atelier où on va être qu'entre femmes parce qu'on va aborder ces sujets-là, on va être dans l'écoute, entre autres, hein, mais tout ce qui sera amené, le rapport au corps, etc. Et je pense que ça peut être aussi une approche, tu vois, d'être dans l'écoute de soi, regarder sa vulve, prendre le temps de reconnecter avec, pour le coup, moi ce qui m'a beaucoup aidé à titre personnel, c'est les massages de vulve avec mes doigts à moi, ressentir en fait la sensation de ce que c'est que des doigts sur cette zone. Je pense que ça peut peut-être t'aider. À toi de regarder si cette approche peut te parler, mais je te dirais voilà, d'être bienveillante envers toi-même, envers lui, et potentiellement de rechercher, continuer toi dans ta démarche personnelle et peut-être avoir une démarche à deux si lui il le désire aussi. La question suivante, c'est aussi quelqu'un qui veut rester anonyme, donc je m'y attendais dans cette vidéo, c'est normal. Alors j'ai 24 ans, je suis célibataire et je n'ai jamais été en couple. Je rappelle à la jeune fille d'avant qui était aussi dans cette situation-là, je vous le disais, vous n'êtes pas du tout toute seule. J'ai déjà essayé de ressentir du plaisir via la masturbation pendant plusieurs années, mais ça n'a jamais été le cas, que ce soit avec les doigts ou avec un objet. Soit je ressentais rien, ou alors des douleurs dans la zone sexuelle. J'ai fini par comprendre il y a quelques mois qu'en fait je n'aimais juste pas cette pratique. On donne souvent le conseil de se masturber pour se connaître au niveau de son corps et être plus à l'aise ensuite dans une relation à deux. Je me pose la question si on peut connaître une vie sexuelle épanouie à deux sans avoir pu connaître le plaisir en solitaire. Ah, c'est excellent comme question et je comprends en fait que tu te poses cette question-là du coup. Déjà j'ai envie de te dire, franchement t'es pas obligé de te masturber si t'en as pas envie. Enfin je veux dire... c'est pas du tout une case obligatoire et je pense qu'on peut connaître son corps autrement et effectivement c'est une façon d'explorer qui est top, mais tu peux aussi le faire avec un miroir, tu peux aussi le faire avec un toucher qui n'a pas de but masturbatoire. En fait tu peux tout à fait toucher ton corps sans avoir un objectif de plaisir en fait, mais juste un objectif exploratoire. Ça peut être super intéressant à faire et puis t'es pas du tout obligé d'avoir un intérêt pour cette zone là. Enfin je veux dire si t'as pas envie d'avoir un intérêt pour ça, t'es pas obligé quoi, c'est ton corps, c'est toi qui décides. Maintenant, est-ce que tu peux avoir une vie sexuelle épanouie à deux, sans masturbation? J'en sais rien, mais j'imagine que oui, je vois pas pourquoi est-ce que ça serait pas possible en fait. Parce que c'est vrai que c'est une façon qui te permet d'apprendre à te connaître. C'est peut-être quelque chose qui va rendre la tâche plus difficile à la personne en face, parce que c'est plus facile quand toi tu es en mesure de la guider. Mais finalement, ça peut être une zone d'échange et un endroit que vous allez explorer à deux. Et ça peut être très chouette. Enfin, je vois pas de raison, en fait, pour lesquelles ça serait pas possible. Après, moi, personnellement, je l'ai pas vécu. Et je connais personne de mon entourage avec qui j'ai vraiment discuté de ça et qui l'aurait vécu. Mais je vois pas de raison pour lesquelles ça serait pas possible d'avoir une vie sexuelle épanouie sans s'être jamais masturbé, en fait. Donc, n'aie pas d'inquiétude pour ça et fais ce qui est juste pour toi. Franchement, fais ce qui est juste pour toi. Ensuite, en anonyme aussi, je suis en couple depuis plus de 2 ans et demi. Depuis plus d'1 an et demi, on a emménagé ensemble. Mon ami a 2 enfants. Personnellement, je n'en désire pas, mais je ne suis pas fermée à vivre l'expérience. Dès notre emménagement, beaucoup de hauts et de bas dans le couple, car dans la vie de tous les jours, nous sommes en coloc face aux enfants. Il y a 1 ou 2 jours dans la semaine, nous sommes en couple. Et 1 ou 2 jours dans la semaine, nous sommes en couple. C'est une relation cachée, ma partenaire étant hétéro ne veut pas l'étiquette homo.
J'ai rompu il y a 2 mois environ, mais pendant une semaine, j'ai vu mon amie anéantie et elle a su toucher une corde sensible et je suis revenue sur mes paroles. Depuis que quelque chose est cassé, je n'ai plus de libido, mais je me sens coincée dans cette relation. Si je pars, elle m'a dit qu'elle irait dans un petit appart, reprendrait un taf en tant que salariée, elle est indépendante, remplacerait ses animaux, etc., etc. Replacerait ses animaux, etc., etc. Je ne me sens pas à ma place dans cette vie, même si j'ai des sentiments, une vie avec enfant n'est pas pour moi, entre autres. Mais je culpabilise, je me dis que je dois attendre un moment plus opportun, attendre qu'elle soit prête. Au fond, j'espère même qu'elle rencontre un homme. Au fond, je sais que je dois rompre, mais comment faire avec cette culpabilité de la mettre dans la merde financièrement? Désolée, toi t'as mis des étoiles, moi j'ai prononcé le mot. Et de la rendre triste et malheureuse, etc. PS, super idée ces vidéos, hâte de les voir et mille merci pour toutes tes vidéos si enrichissantes. Bah, écoute, je t'en prie, merci à toi. Merci encore une fois pour ta confiance. Waouh meuf, je sais pas quoi te dire, j'ai envie de te secouer. Je comprends pas en fait le fait, ça c'est un truc de manière générale, j'ai du mal, enfin moi j'ai toujours dans ma vie quand j'ai eu une décision, je suis jamais revenue dessus en fait. Je mets longtemps à prendre des décisions mais je reviens jamais dessus. Et là j'ai l'impression que ta décision elle est prise en fait et que tu te fais pas confiance sur les raisons pour lesquelles tu as pris ces décisions. Je sais que t'es forte, du coup j'ai envie de te secouer, de pas te caresser dans le sens du poil mais de te dire meuf, qu'est-ce que tu glandes? C'est ta vie, ok? La vie elle est courte. Tu sais très bien que t'as pas le temps en fait. T'as pas le temps d'être dans une relation qui est pas bonne pour toi. Et le pire du pire, c'est que si tu l'aimes vraiment cette personne, si tu lui souhaites le bien, même pour elle, t'as pas envie de rester avec elle alors que tu as cette conviction que c'est pas pour toi, que c'est pas ta vie. Et tout ce qu'elle te raconte oui mais tu comprends, les animaux je vais devoir les placer et je vais devoir aller dans un petit appart et puis je vais revenir, c'est son problème, c'est elle qui doit se coacher en fait et tu peux l'aider là-dedans, tu peux l'empouvoirer si tu le souhaites, si t'en as envie, si t'en as l'énergie, mais c'est pas vrai en fait que tu es responsable de ça. Elle essaie de te culpabiliser pour un truc et c'est dur pour elle parce qu'elle se rend pas compte, hein, évidemment que c'est pas de ta faute. Évidemment, quand les gens font ça, en fait, ils se rendent pas compte et ils pensent vraiment que c'est l'autre qui est responsable. Mais tu n'es pas responsable de comment elle se sent en fait. Et c'est ton job que de t'accorder la vie que tu mérites et c'est son job de s'accorder la vie qu'elle mérite. Et voilà, vous pouvez vous empouvoirer toutes les deux là-dedans et tu peux faire de ton mieux pour ça, mais en tant qu'amie et tout, mais non, il n'y a pas de culpabilité qui vaille. Enfin, voilà, et les questions de libido, finalement, c'est anecdotique, c'est juste ton corps qui te dit qu'il y a quelque chose. Ici, dans ton cas, je pense que c'est un signe. Et meuf, tu mérites de vivre une vie qui te ressemble. Tu sais que tu veux pas d'une vie avec enfant. Tu sais que c'est pas pour toi. Et tu mérites mieux en fait. Et elle aussi, elle mérite pas d'être avec quelqu'un qui a pas envie d'être avec elle. Elle mérite pas d'être avec quelqu'un qui est juste là pour la rendre confortable financièrement. Putain, mais merde, personne mérite ça. Elle non plus. Elle mérite de pouvoir se donner sa sécurité financière elle-même. Elle mérite de s'empouvoirer elle-même. Et toi, tu peux lui donner ce message-là. Et voilà, c'est pas une victime et elle peut vivre une vie empouvoirée et elle a pas besoin de toi pour ça en fait. Donc voilà, go meuf. Go meuf, va chercher la vie qui te ressemble et voilà, je t'embrasse, ok? Je compte sur toi pour aller chercher ce que tu mérites. Ensuite, j'ai une question de Lola qui est ok de ne pas être anonyme et qui me dit coucou Esther et merci pour cette belle opportunité, cela fait du bien. Cela fait bien longtemps que je souhaitais parler de ces sujets, mais je ne savais pas à qui l'aborder car ma compagne ne souhaite pas consulter qui que ce soit à ce sujet. Nous sommes en couple depuis plusieurs années, 4-5 ans. J'ai rencontré mon ami dans le cadre d'une soirée. Notre première année de couple a été classique. Sexe, soirée entre potes, sortie brève, une vie bien remplie, mais un accident dans sa famille a fait que durant plusieurs mois, elle s'est renfermée sur elle-même et elle est plus concentrée sur la santé de son papa qui se dégradait que sur elle, moi ou notre couple. Et c'est à ce moment-là que le sexe a disparu de notre relation. Quand je parle de disparu, je dis que de temps en temps, il y a un rapport. C'est loin d'être folichon. Il ressemble plus à une case
coucher car il faut bien le faire de temps en temps, que a réellement une envie et un désir profond de plaisir, mais pas plus d'une vingtaine par an. Initialement, c'est fou ce chiffre, hein, chaque fois c'est important le nombre de fois quoi, pour beaucoup d'entre nous, et c'est fou parce que c'est socialement appris. Initialement j'étais très distante par rapport à ça et par rapport au sexe en général, mais depuis que ça a disparu de notre vie, j'avoue que je le vis très mal et je me suis renseignée sur toutes les situations, et elle est peut-être asexuelle et n'est peut-être plus attirée par moi. Je ne sais pas quoi en penser, je suis vraiment perdue par rapport à tout ça. J'ai vraiment du mal à accepter qu'une relation sans rapport, même si je sais que c'est totalement possible. Le souci, c'est que à la base, je n'ai pas signé pour ça. J'aimerais des conseils pour réussir à passer au-delà de ça sans que ça vienne me travailler l'esprit au quotidien. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux te dire qui peut t'aider là-dedans? Bon, déjà, je pense que ça arrive à tous, tu vois, les moments, les genres d'accidents de vie qui redistribuent les cartes. Et il se peut que cette baisse de libido soit due à une asexualité de sa part, mais il se peut aussi que ça soit juste circonstanciel, que ça soit dû à une période de sa vie. Et comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, la libido c'est quelque chose qui fluctue au sein d'une relation et qui fluctue à l'échelle de plusieurs années. Donc je te dirais déjà d'avoir ça en tête et de voir si ça peut te correspondre, si ça peut être quelque chose qui peut t'aider en fait dans ta patience. Voilà, de savoir que c'est quelque chose de normal en fait, que ça fluctue. Ensuite, moi là je te dirais, une des choses alarmantes que je vois, c'est que j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, hein, que les quelques fois où vous avez des rapports, c'est peut-être pas quelque chose de totalement consenti, c'est peut-être quelque chose qu'elle se force à faire parce qu'il le faut ou quelque chose comme ça. Donc assure-toi, je te dirais par bienveillance vis-à-vis d'elle, assure-toi que c'est vraiment quelque chose pour lequel elle a l'espace et qu'elle a envie. Et en plus, comme tu dis, c'est pas folichon parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de désir profond, voilà, ça peut effectivement ne pas être marrant. Et je comprends en fait le fait que pour toi, bah, c'est pas ce pourquoi tu as signé. Donc là, la coach te dirait, écoute, pose-toi la question en fait. Est-ce que tu es OK avec cette situation? Est-ce que tu es OK avec le fait que ça dure? Est-ce que tu es OK avec le fait que ça dure un certain temps? Si oui, combien de temps? À quel moment tu n'es plus OK? Vraiment, genre, pose-toi la question, toi, est-ce que tu veux d'une relation sans relation sexuelle? Est-ce que la sexualité pour toi, c'est quelque chose dont tu as envie et pour lequel tu es OK de te passer et de faire des sacrifices? Est-ce que c'est pas le cas, ou est-ce que c'est le cas mais dans une certaine mesure? Et sois au clair avec toi-même sur quelles sont ces mesures-là, quels sont ces aspects sur lesquels toi t'es OK ou pas OK en fait. Vraiment pose-toi la question pour toi en fait, parce que tu me dis j'ai pas signé pour ça, donc moi je ressens aussi de la part de toi, peut-être dans ce que j'entends ici, donc à creuser, faudrait que je te coache pour le savoir et pour qu'on en soit sûr, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine animosité, un certain ressentiment, peut-être une certaine rancœur vis-à-vis de ta compagne. Donc ça vaut le coup pour toi de savoir, de t'assurer que tu n'es pas dans le sacrifice en restant avec elle, et que toi aussi de ton côté tu fais ton job de pas être dans le sacrifice et d'être dans le sacrifice à la hauteur de ce que tu es OK d'être. C'est-à-dire que c'est normal d'être parfois dans le sacrifice pour l'autre parce qu'on l'aime, etc. Mais faut que ça soit aligné avec tes valeurs, faut que ce soit dans une limite qui te correspond. Donc moi je te dirais en tant que coach là, parce que en tant que femme, te conseiller en tant que femme ici, moi mes valeurs ça serait d'être dans l'écoute, et puis c'est pas très comparable parce que moi je suis polyamoureuse, donc en réalité le besoin sexuel physique il peut être comblé par d'autres personnes, donc j'ai beaucoup de latitude vis-à-vis de ça dans mes relations, donc je me sens pas tellement en mesure de te conseiller vis-à-vis de ça. Mais par contre en tant que coach je te dirais vraiment de t'assurer que toi t'es OK avec ça, et que si tu ne l'es pas, et bien d'envisager soit de le rendre OK, soit de communiquer avec elle là-dessus, soit éventuellement à terme de quitter la relation si ça ne te correspond plus. Et sinon de t'assurer que aussi de te donner le droit d'être peut-être OK avec ça, parce que souvent il y a beaucoup d'injonctions sociales de non mais je suis pas OK avec une relation sans sexe, alors qu'en réalité toi tu le serais, c'est juste que socialement on t'a appris que c'était pas OK. Donc assure-toi que t'es juste avec toi-même là-dessus. Voilà pour ce que je te dirais.
en espérant que ça t'aide. Et vous me voyez lever la main peut-être par moment parce que pour moi au montage, je me lève la main pour savoir quand je cut parce que je vais pas, sinon ça va être très très long à monter. Je vais pas forcément me réécouter et tout couper et tout. Voilà, puisque j'essaye pas d'être particulièrement efficace. Ensuite, j'ai Rachel qui me dit « Je suis très complexée par mon corps et cela me crée des blocages, notamment à l'idée d'être intime, de montrer ma nudité à quelqu'un d'autre. Y a-t-il des pistes pour dépasser cette gêne du regard de l'autre pour ne pas que cela bride ma sexualité? Merci. » Alors, sache déjà que c'est quelque chose de très courant, surtout quand on débute sa sexualité, surtout quand on est jeune. Je sais pas du tout, tu m'as pas donné ton âge, donc je dis surtout, mais c'est pas que quand on est jeune, hein. C'est des choses que beaucoup de femmes rencontrent. Il y a beaucoup d'injonctions sur le corps de la femme, il devrait être comme ci, il devrait être comme ça. Donc parfois même plus tard dans notre vie, on se crée des complexes parce qu'on nous a appris qu'il fallait être mince, jeune. Pardon, ça a coupé. Évidemment, puisque ça fait une deuxième demi-heure que je filme. Oui, je disais, il y a beaucoup d'injonctions sur il faut être mince, jeune, belle, etc. Donc sache déjà que tes complexes sont légitimes et que, encore une fois, c'est pas un truc qui t'appartient et j'ai envie de te rassurer là-dessus et te dire que c'est pas grave d'être complexé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se culpabilisent d'être complexés. Donc déjà, c'est ok. Sache aussi que plus le temps va passer, plus c'est un truc qui... Comme je disais, qui passe, c'est plus courant quand on est plus jeune parce que c'est un truc où plus le temps passe, plus on accepte qui on est, plus on a passé de temps avec soi et plus on s'apprécie et on s'accepte tel qu'on est. Donc sache déjà que c'est un truc qui va s'améliorer avec le temps, je sais pas si ça peut te rassurer, mais voilà. Et tu me demandes est-ce que j'ai des pistes pour t'aider à améliorer ta nudité. Je t'avoue que typiquement l'atelier qu'on va faire, c'est typiquement le genre de choses que tu peux faire. Et d'ici là, et puis je sais que c'est un atelier qui coûte un certain prix. Il est à 1 500 €, donc c'est 2 jours. Alors c'est sûr que ça les vaut largement parce qu'on sera dans un lieu, on sera en petit groupe. Il y a une sexologue qui sera avec nous et une coach qui est aussi... prof de yoga est spécialisée dans la relation au corps, etc. Donc ce sera un super moment, mais c'est pas quelque chose qui est forcément accessible pour tout le monde. Donc ce que je peux te donner comme exercice, peut-être un truc qui peut t'aider, là encore une fois c'est la coach qui parle, je pense qu'un truc qui peut beaucoup t'aider, c'est de faire des exercices de rencontre de ton corps. Donc ça peut être en fonction de là où t'en es, de ton rapport au corps et de ton niveau de complexe. Utilise tes sens en fait, ça peut être avec la pensée, ça peut être avec le regard, avec le toucher, avec la vue, du coup, enfin avec le regard. Donc essaye de voir s'il n'y a pas des exercices qui peuvent t'aider à rencontrer ton corps et à te l'approprier en fait et à l'accepter, parce que souvent c'est ça le problème, c'est qu'on refuse son corps tel qu'il est, on est complexé, on voudrait que certaines zones soient autrement et on n'accepte pas qu'elles soient comme elles sont. Et on est triste de voir qu'elles sont perpétuellement comme elles sont et pas autrement. Du coup, ça peut être par la pensée. Genre si pour toi c'est impossible de te regarder dans un miroir ou c'est impossible de te toucher parce que pour l'instant c'est trop douloureux et que les complexes sont trop forts, tu peux le faire cet exercice par la pensée. Il s'agit juste de faire un scan corporel. Tu peux le faire en écrivant ou juste en pensant. Donc tu t'assois et tu fermes les yeux et tu penses à chacune des zones de ton corps et tu les visualises et tu leur donnes de l'amour et tu leur dis pourquoi tu les aimes. Ça peut être aussi à l'écrit, pourquoi tu aimes chacune des parties de ton corps. Et je sais que dans un premier temps, pour certaines parties, il va y avoir ton cerveau qui va te dire je les aime pas, point. C'est pas vrai, il n'y a aucune raison pour laquelle je les aime. Ben cherche quand même. Et si tu trouves pas de réponse dans un premier temps, c'est pas grave. Refais l'exercice le lendemain, refais l'exercice quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, et tu vas voir que en posant ton cerveau sur une question, il va continuer à y réfléchir en tâche de fond et il va trouver des réponses avec le temps. Donc je te dirais de faire ça, de te poser et de faire cet exercice de scanner ton corps, donc soit à l'écrit, soit visuellement devant une glace, pareil, toute nue, de scanner ton corps, soit par le toucher. Tu fermes les yeux et tu touches les parties, pardon, j'ai touché le micro, mais tu touches les parties de ton corps et tu te demandes pourquoi tu les aimes et tu te demandes aussi qu'est-ce que ça te fait de regarder, de vraiment regarder ton corps, de regarder certaines parties. Tu vas remarquer des détails que tu ne remarquais pas avant. Pareil avec le toucher. Voilà, donc des exercices d'appropriation de ton corps. Nous, on en fera ensemble en atelier. Et ensuite, peut-être aussi, un autre conseil que je pourrais te donner, c'est avec la personne, une fois que tu es avec cette personne-là, de lui en parler et d'aller dans cette vulnérabilité-là et d'attendre de cette personne, de lui demander en fait si elle est ok de t'accompagner là-dedans et qu'elle t'aide dans cette démarche. Et voilà, peut-être de mettre des limites. Si dans un premier temps, tu veux pas qu'elle touche ou elle regarde certaines parties de ton corps, que ce soit ok, que bien sûr ce soit dans une démarche bienveillante et qu'après tu aies envie, toi, de te libérer sur plein de choses, mais que tu le fasses aussi à ton rythme en gros. Et que tu demandes à la personne d'accepter ton rythme. Voilà.
Et si elle n'est pas prête à ça, j'ai envie de te dire la même chose que ce que j'ai dit à l'une d'entre vous plus tôt, next. Je veux dire, le mec te mérite pas, la meuf te mérite pas, si elle n'est pas en mesure de comprendre que tu as des besoins et que tu en es là où tu en es dans ta vie. Ensuite, en anonyme, j'ai « Bonjour Esther, j'espère que tu vas bien et avant tout, merci de tout ce que tu fais, de ta présence sur Internet, de ta sincérité et authenticité. Cela fait beaucoup de bien. Il y a 2 ans, j'ai rencontré une personne. Même si nous avons beaucoup d'affinités sur le plan de l'humour, des discussions intellectuelles, de notre amour pour des projets et des aventures, notre histoire a commencé comme une histoire charnelle. Je me sentais désirée, je prenais beaucoup de plaisir de ces échanges charnels, sexuels, de la séduction et du flirt, car pour moi la sexualité n'est pas uniquement un échange de 2 corps, mais un dialogue émotionnel, sensuel. Cela va bien au-delà d'un plaisir du corps, sans aucun jugement de valeur pour les gens qui prennent du plaisir du sexe pour le sexe, mais je n'en suis pas capable, moi personnellement, ce n'est pas mon cas personnel. Ensuite, on s'est mis en couple. Malgré ce match presque parfait intellectuel, on a aussi découvert que nos caractères sont compliqués et que cela explose de temps en temps, même si nous savons tous les deux se remettre en question, demander pardon et assumer d'avoir tort. Or, il y a presque 1 an, on a commencé à vivre une période difficile, chacun de son côté, pour des raisons professionnelles et autres, ce qui a impacté bien évidemment notre couple. En plus, l'hiver dernier, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé accompagnés de douleurs pendant nos rapports. Mon copain a commencé à s'éloigner physiquement et comme dans les scénarios classiques, expliquait son absence de désir par la fatigue. Et comme dans les scénarios classique expliquait son absence par de la fatigue. Ok, donc il donnait pour excuse qu'il était fatigué, c'est ça? J'ai essayé d'en parler, j'ai essayé de dire que mes problèmes de santé sont pas si graves et que j'ai trouvé des solutions après les visites médicales qui m'ont confirmé que ce n'était pas grave et que cela me manque beaucoup, que j'aimerais retrouver ce plaisir. Cela fait presque 1 an que nous faisons plus l'amour. Monsieur dit que cela l'a bloqué, mes douleurs. Il a peur de me faire mal et n'arrive pas à le dépasser, même si je le rassure. Et après nos disputes qui étaient toujours là et qui me paraissent pas exceptionnelles, que dans d'autres couples, pas plus exceptionnelles que dans d'autres couples, même si tout est relatif. J'ai aussi vécu une période difficile émotionnellement, qui n'est pas encore complètement terminée, mais ça va mieux. Il dit donc que je suis trop fragile et si cela se passe mal, il a peur que cela aggrave encore mon état psychologique, même si je dis qu'au contraire, cela me ferait beaucoup de bien de me sentir désirée par lui comme avant. Enfin, cela fait 2 mois qu'on a suspendu notre relation, mais on parle tous les jours, car avant tout, on est meilleurs amis. Mais son corps me manque énormément, j'ai rarement autant d'affinité sur le plan sexuel qui est en même temps émotionnel. Il dit être toujours attiré par moi et mon corps, mais incapable de dépasser ce blocage. Penses-tu qu'il y aurait moyen que cela reprenne? Et comment, sachant que nous avons énormément parlé, on parle beaucoup de tout, y compris de la sexualité, ou dois-je passer à autre chose? Le confinement, mes confinements n'aident pas du tout à passer à autre chose. Je te serai reconnaissante de tout conseil et de ton avis. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Tu m'inspires énormément. Ravie que tu fasses cet anti-vlogmas. Merci à toi de me partager tout ça et merci pour tes petits compliments en début de message. Ça me touche beaucoup. Je crois que le premier truc là qui me vient, tu vois, je conseillais un peu plus tôt à d'autres une médiation. J'ai l'impression que dans votre cas, c'est peut-être pas le point le plus crucial pour vous, la communication, même si je suis sûre qu'une médiation pourrait vous aider. Mais là, ce que j'entends, tu vois, c'est peut-être que vous avez, enfin peut-être de ton côté, dis-moi si c'est des conneries ou pas, mais j'ai l'impression que de ton côté, tu as peut-être l'attente que ça soit exactement comme avant. Du coup, peut-être que tu mets beaucoup de pression sur lui, sur le fait que ça ressemble à ce que c'était, et revivre ce que vous viviez avec de la nostalgie et tout ça. Et lui, pour lui, il y a des choses qui ont changé de par... maintenant, il a peut-être des peurs qu'il n'avait pas avant. Donc peut-être que prendre toi le temps d'être à son écoute déjà, des peurs, de tout ce qui t'exprime. Il y a peut-être d'autres choses parce que ça me paraît... Enfin, beaucoup d'hommes en fait ont souvent d'autres choses qu'ils ne mentionnent pas parce que il y a beaucoup de pression sur la performance, sur l'homme. Il y a énormément de pression sociale sur la sexualité. Autant en tant que femme, on a fait notre évolution sexuelle, autant en tant qu'homme. Enfin, il y a vraiment une pression énorme. Donc, je te dirais déjà de t'ouvrir à ça. Et le premier truc qui m'est venu là quand je vous lisais, c'est de peut-être pour vous, de vous retrouver d'une manière qui soit pas...
le cadre que vous aviez habituellement. Pas essayer de se retrouver dans la chambre, pas essayer de se retrouver dans vos habitudes, pas essayer de recréer ce que vous aviez, mais peut-être, pourquoi pas faire un stage de tantra ou un stage lié à la sexualité, tous les deux, en couple. Je pourrais regarder si je trouve, j'ai des amis, collègues et tout, qui font des stages. Je regarderai s'ils en font en ce moment, mais je pense que ça peut être un truc, surtout si vous êtes meilleurs amis, des jeux de connexion intellectuelle, spirituelle, sexuelle, qui n'impliquent pas de la performance, qui n'impliquent pas d'aller vers la sexualité que vous aviez connue jusqu'à maintenant, et qui soient un truc totalement nouveau pour l'un et pour l'autre. Ça permettrait certainement de vous retrouver d'une manière différente, d'établir un dialogue qui ne soit pas de la même nature que le dialogue que vous avez jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que ça peut être une super piste. Voilà, j'ai envie de te conseiller ça. Stage de tantra ou stage... Après, ça dépend de vos affinités sexuelles. Hein. Si le tantra, c'est pas un truc qui vous parle, que vous n'êtes pas dans le côté doux, sexualité tantrique et très spirituelle, mais que vous êtes plus dans la douleur, la domination, etc., peut-être plus un stage de BDSM. Mais essaye de voir ce que tu peux trouver, en fait, qui vous permette de connecter d'un niveau sexuel, intellectuel et émotionnel qui soit différent de ce que vous avez peut-être exploré à la maison. Et je ne sais pas ce que vous avez exploré à la maison, mais peut-être que vous avez déjà des rapports sexuels tantriques ou des rapports sexuels BDSM. Donc, essayez en gros quelque chose que vous ne connaissez pas et qui vous ouvrirait en fait à autre chose. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait vous aider. Donc, c'est le premier truc qui m'est venu en guise de conseil. Donc, voilà, j'espère que ça t'aide et que ça te donne des pistes. Ensuite, c'est aussi en anonyme, je suis en relation non exclusive depuis un moment avec la même personne depuis 3 ans, mais je ne sais pas si je suis vraiment polyamoureuse. Comment le savoir? Est-ce possible de le vivre pleinement si la personne ne l'est pas, mais est ok avec ça? Alors, déjà, j'ai envie de clarifier quelque chose entre polyamour et relation non exclusive. Une relation non exclusive n'est pas forcément une relation polyamoureuse. C'est-à-dire que tu peux être non exclusive. Non exclusive, ça veut juste dire que relationnellement, tu n'es pas uniquement avec une seule personne, mais tu peux avoir une relation amoureuse exclusive, mais sexuelle non exclusive, c'est-à-dire que tu peux être en couple avec une seule personne, mais avoir d'autres relations. Souvent, quand on utilise le mot de relation non exclusive, c'est ça qu'on sous-entend dans le langage courant, qu'on est en fait en relation amoureuse avec une seule personne, mais qu'on a des relations potentiellement amicales, sexuelles, sex-friend, etc., avec d'autres personnes. Sauf que là, tu te poses la question de si tu étais polyamoureuse. Donc j'imagine que tu essayes de savoir si tu es capable d'aimer plusieurs personnes en même temps. Comment le savoir? Pour moi, alors là je te dis ma vision des choses, hein, mais pour moi le polyamour, c'est une orientation amoureuse. C'est-à-dire que c'est un truc que tu sais, de la même manière que tu sais que t'es gay, que tu sais que t'es lesbienne, que tu sais que tu es bi, que tu sais que tu es pansexuel, c'est un truc que tu sais en fait. Alors il est possible pendant un moment donné que tu te cherches au niveau de ta sexualité, de ton orientation sexuelle, comme tu peux te chercher au niveau de ton orientation amoureuse, mais c'est un truc où à un moment donné, tu vois, c'est plus que tu as essayé de refouler une partie, mais genre tu sais si tu es capable d'être attiré par un homme ou par une femme ou par quelqu'un de gender fluide. Enfin, c'est un truc que tu sais en fait, parce que tu l'as vécu, parce que tu le ressens. Donc là, pour le polyamour, c'est la même chose. Tu as à un moment donné ressenti des sentiments amoureux pour quelqu'un alors que tu étais déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Même si tu es resté exclusif. Je veux dire, moi j'ai été en couple exclusif pendant 10 ans et j'étais fidèle à cette personne, mais je sais que sur le papier, en fait, je ne l'ai pas du tout trompée. Mais je sais que j'ai ressenti des sentiments amoureux pour d'autres personnes parce que je suis polyamoureuse. Donc moi je te dirais qu'il y a des chances que si tu l'étais, tu le saurais en fait. Et que si tu le sais pas encore, si tu l'aimes et que tu le sais pas encore, c'est peut-être que tu t'autorises pas à le vivre ou quoi. Et je dirais, prends le temps d'être à ton écoute et demande-toi si c'est possible pour toi d'aimer plusieurs personnes. Et enfin, la deuxième partie de ta question, c'était est-ce que c'est possible de vivre pleinement le polyamour si la personne en face ne l'est pas, mais qu'elle est ok avec le fait que tu sois polyamoureux? Moi, je le conseille pas. Je le conseille pas. Et toutes les fois où on l'a essayé, hein, que ce soit Vincent ou moi, et on l'a essayé avec d'autres personnes, c'est source de douleur en fait. Parce que si la personne en face, enfin je veux dire, c'est horrible pour la personne en face que toi tu sois pas exclusive avec elle, mais qu'elle elle le soit avec toi. Enfin je veux dire, c'est une telle asymétrie que moi je recommande pas du tout. Je dis pas que c'est pas possible hein, d'être épanouie là-dedans. J'imagine qu'il y a des personnes qui arrivent, mais moi j'y suis jamais arrivée. Mon compagnon principal Vincent n'y est jamais arrivé non plus. C'est un truc qui est plutôt source de plein de douleurs et voilà. Moi j'y crois pas, mais c'est moi et moi seule.
Ensuite, là aussi c'est anonyme et c'est aussi à propos des relations ouvertes. Bonjour, je suis en relation depuis plusieurs mois avec un homme avec qui on a décidé depuis peu de former un couple ouvert. Je suis très alignée... Ah non, pas depuis peu, depuis le début, excuse-moi, de former un couple ouvert. Je suis très alignée avec l'idée en théorie, mais par contre, j'ai des appréhensions et des sentiments de jalousie à l'idée de le mettre en pratique. Pour comparer avec le végétarisme, on peut travailler à devenir végétarien, mais comment peut-on travailler à devenir un couple ouvert au polyamoureux? Merci pour ton aide. Alors, par rapport à ce que je disais juste avant, moi je pense qu'on ne peut pas travailler à devenir polyamoureux. Pour moi, le polyamoureux c'est une orientation amoureuse. Et c'est un truc sur lequel j'insiste pas assez, mais beaucoup de gens pensent que s'ils n'arrivent pas à être polyamoureux ou s'ils n'arrivent pas à être un couple ouvert, c'est qu'ils ne sont pas assez ouverts d'esprit. C'est des conneries, d'accord? C'est une question de qui tu es intrinsèquement. Ce serait comme dire oh là là, moi je suis que hétéro, je suis pas du tout assez ouvert d'esprit, je n'arrive pas à ressentir de l'attirance sexuelle pour une femme alors que je suis une femme. Non, enfin je veux dire, c'est pas un truc que tu choisis. Donc c'est tout à fait ok d'être mono, d'avoir une vie mono, et il y a plein de gens qui sont très heureux là-dedans, et je pense que c'est une majorité des gens en réalité, que la majorité des gens sont mono-amoureux, et c'est tout à fait ok. Donc je pense pas qu'on puisse travailler à devenir polyamoureux. C'est comme de me demander comment je pourrais faire, je suis gay, j'aimerais travailler à devenir hétéro. Tu ne peux pas en fait. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la question du couple ouvert, c'est un petit peu différent. Parce que là, pour le coup, je trouve que c'est plus un choix de vie. C'est-à-dire que tu peux être mono-amoureux ou polyamoureux, parce que tu peux être polyamoureux et choisir d'être un couple fermé aussi. Hein. C'est pas parce que tu es polyamoureux, que tu as cette orientation amoureuse-là, que tu es obligé d'avoir plusieurs relations dans ta vie. Ça veut juste dire, c'est comme le fait d'être, je sais pas, tu peux être bisexuel et quand même être en couple qui ressemble à un couple hétéro parce que tu es une femme et que tu es en couple avec un homme. Mais ça t'empêche pas d'être bisexuel, tu continues à être bisexuel pour autant. C'est pas parce que tu es en couple avec un homme que tu es devenu hétéro. Voilà, c'est la même chose avec le polyamour. Tu peux être polyamoureux et être en couple avec une seule personne. Donc, pour moi, le fait d'ouvrir son couple, c'est un choix de vie, c'est un choix de mode de vie. Donc, beaucoup de couples polyamoureux choisissent d'être ouverts et donc d'avoir plusieurs relations. Et ça, c'est un truc sur lequel tu peux travailler, effectivement, sur tous les aspects jalousie, etc. Et pour moi, là, le seul et l'unique conseil que j'ai envie de te donner là-dedans, c'est la communication. La communication et l'écoute active. Prends le temps avec ton mec de vous poser, vraiment prenez le temps tous les jours de vous poser, prenez un quart d'heure et un quart d'heure pendant lequel l'un et l'autre, un quart d'heure chacun pendant lequel vous parlez et l'autre écoute et ne dit rien, n'interrompt pas et écoute juste ce que l'autre ressent déjà, juste pour être sûr que vous êtes écoutés l'un l'autre et que à un moment donné vous vous êtes écoutés. Donc faites des exercices d'écoute active et reformulez aussi pour vous assurer que vous n'êtes pas juste en train d'écouter et d'entendre, mais que vous entendez bien ce que la personne a dit et que l'autre se sente bien écouté. Parce que parfois, il te parle pendant un quart d'heure et toi, ce que tu as retenu, c'est tout de travers par rapport à ce qu'il a dit. Donc, assurez-vous de vraiment prendre le temps de bien communiquer. Et je pense que c'est la clé en fait. Bien communiquer et vous donner le droit aussi de refermer le couple si ça ne vous convient pas, de faire des allers-retours, le temps qu'il faudra, etc. Et de prendre le temps. Voilà. Donc je vais essayer d'en prendre quelques autres. Je prends un peu au hasard parce que je peux vraiment pas tous les faire et j'ai pas envie de prendre que dans l'ordre, etc. Je n'ai jamais eu d'orgasme, j'ai 29 ans et cela me pourrit la vie dans toutes mes relations longues. Soit on me met la pression et ça devient une obsession et une obligation, soit l'autre finit par ne plus me désirer, car à quoi bon si nous ne pouvons pas partager ça ensemble? Alors je suis pas sûre de comprendre ta question, du coup, qu'est-ce que tu attendrais d'une réponse de ma part? Je ne sais pas. J'ai envie de te rassurer sur le fait que ça arrive à énormément de femmes, en fait. C'est un truc qu'on est beaucoup à avoir vécu. Alors, je dis on en tant que femme. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai beaucoup de personnes en coaching qui me l'amènent. Donc, je sais que c'est quelque chose de très courant. Et je te dirais que ça ne regarde pas la personne en face en fait. Et que c'est d'abord un travail de toi à toi à faire. Et tant pis. Si l'autre ça l'ennuie, tant pis, meuf. Meuf, c'est son problème. Là, concentre-toi sur toi et sur ton désir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de résoudre? Est-ce que c'est quelque chose vers lequel tu as envie d'aller? Et pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi c'est un problème de ne pas avoir d'orgasme? Là encore, c'est la coach qui parle, mais qui t'a dit qu'il fallait absolument avoir des orgasmes dans la vie, quoi? Pourquoi c'est un problème? Est-ce que toi, tu désires avoir des orgasmes? Est-ce que c'est un truc qui te ferait plaisir? Est-ce que c'est un truc que tu as envie d'explorer? Pourquoi tu te mets la pression là-dessus? Pourquoi c'est si important? Est-ce que c'est vraiment un truc important pour toi? Et est-ce que ta vie serait mieux avec? Enfin, qu'est-ce que tu imagines que ça changerait? Et juste de te dire que
bon, c'est un plaisir dans la vie comme un autre. Enfin, c'est comme te dire, peut-être que je ressentirai jamais le plaisir de manger du chocolat parce que j'aimerais jamais le chocolat, parce que moi j'aime pas le chocolat. Est-ce que c'est grave que j'aime pas le chocolat? Il y a plein de gens qui n'aiment pas le chocolat et qui vivent une vie très épanouie. Donc pour les orgasmes, c'est exactement la même chose, hein. Ne te mets pas la pression là-dessus. En vrai, c'est plaisant. Je vais pas te cacher le fait que c'est plaisant, mais c'est plaisant tout comme un tas d'autres choses dans la vie. Donc t'es pas du tout obligé d'avoir des orgasmes dans ta vie pour être heureuse. Donc déjà, lâchons prise là-dessus. T'es pas du tout la seule, mais si c'est un truc que tu as envie d'explorer, parce que moi perso, je le verrais comme un défi, ça me rendrait folle de me dire mon corps est capable de ça et j'ai envie de le vivre, j'ai envie de le découvrir. Donc moi je te dirais, mon conseil ça serait de l'aborder comme un truc d'exploration, comme un jeu, comme une rencontre avec toi-même. Et pourquoi pas d'aller faire des exercices, peut-être venir dans des ateliers comme celui que je propose, peut-être de faire des exercices tantriques, peut-être de lire des bouquins là-dessus, de toi t'intéresser, d'aller dans l'exploration, le massage, d'aller regarder. Mais seulement si t'en as envie en fait. Et si c'est un truc qui t'attire, parce que t'as tout à fait le droit de pas être attiré par ça et de pas en avoir envie. Là tu me donnes pas assez d'éléments pour que je sache en fait dans quel cas tu es, mais voilà quoi. No pressure, girl. No pressure. T'as le droit d'être là où t'en es, meuf, bordel. T'as le droit d'être là où t'en es. J'ai un ton super sérieux dans cette vidéo, hein, mais c'est normal, le sujet l'est. Ensuite, j'ai une personne qui est anonyme et qui me dit « Mon copain garde une relation très fusionnelle avec son ancien plan cul et je n'ai pas à lui interdire. D'ailleurs, je ne le fais pas. Mais intérieurement, ça me ronge et me pose des problèmes dans ma sexualité avec lui. Pourtant, il me rassure énormément là-dessus, mais je crois que j'ai besoin d'avis extérieurs pour me rassurer. Mon copain est un homme Asperger. En bref, il n'a pas les mêmes codes sociaux qu'on nous enseigne en général. Il est vraiment dans le non-verbal. Et s'exprime beaucoup par le regard et les gestes. Je me demande donc si j'ai juste un problème de jalousie, de confiance en moi, ou alors si je ne reçois pas ce dont j'ai besoin. Voilà, plein de bisous et merci pour tes vidéos. Je t'en prie. Et meuf, je sais pas si je l'ai dit, je sais pas si c'est à moi de le dire, mais Vincent est Asperger en fait. Donc je comprends tout à fait ce que tu vis. Et j'ai aussi eu d'autres relations de couple avec des Asperger, donc je sais pas, je me demande s'il y a beaucoup d'Asperger, c'est juste moi qui les attire, je sais pas, il y a un truc, mais donc je comprends toute l'histoire du non-verbal, etc. Enfin, je comprends. I know your struggle, girl. Voilà. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que là, tu veux mon avis pour te valider un truc que tu crois intérieurement. Ce qui est très intéressant, parce que tu me dis, mon copain garde une relation fusionnelle avec son ancien plan cul. Et je n'ai pas à lui interdire et d'ailleurs je ne le fais pas, tu vois, là tu te mets un truc de t'as pas à lui interdire, genre comme si voilà il ne faut pas, mais en fait meuf t'as pas l'air très aligné avec ça dans la suite de ton truc, de ton truc, pardon, excuse-moi, dans la suite de la discussion, parce que tu me dis intérieurement ça te ronge. Est-ce que t'es vraiment aligné avec le fait qu'il ait de relations fusionnelles avec ton ancien plan cul? Et c'est pas un mal, hein, ça voudrait pas dire que t'es pas ouverte d'esprit ou gna 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 ou gna gna gna. Enfin je veux dire, t'as le droit de pas avoir des valeurs qui... faut que tu te poses la question vraiment. Là, c'est la coach qui parle, mais pose-toi la question. Est-ce que tu es aligné avec ça? Est-ce que tes valeurs sont alignées avec ça? Est-ce que toi, c'est ce que tu te souhaites et c'est ce que tu veux dans une relation? Est-ce que tu es OK avec le fait que ton copain, Asperger ou pas Asperger, il soit proche de son ancien plan cul et qu'il ait une relation que tu dis fusionnelle? Et pourquoi oui, pourquoi non? Et dans la réponse, il y aura la réponse à ta question. C'est-à-dire que si la raison c'est que non, c'est pas dans tes valeurs, bah voilà, tu as la réponse, donc non, c'est pas ok pour toi et tu as tout à fait le droit d'aller dire à ton copain, bah voilà, moi mes valeurs c'est ça et pour telle raison, je trouve ça beau, ça, c'est complètement subjectif, mais je trouve ça beau que tu partages ça qu'avec moi ou ça qu'avec elle ou ça qu'avec lui ou machin, et c'est comme ça que je vois les choses. Ou dans ta réponse tu auras ah bah en fait la raison pour laquelle je suis pas ok avec ça, c'est pas que je trouve ça beau qu'il ait cette relation qu'avec moi par exemple, mais c'est plutôt que ben moi ça me rend insécure parce que j'ai l'impression qu'elle est plus comme ci que moi, ou que ceci, ou qu'il vit ci ou ça avec elle. Et là tu verras s'il y a de la jalousie, et là tu verras si c'est une question de confiance en toi ou si c'est une question de valeur. Et si c'est une question de confiance en toi, tu as le droit de ne pas travailler dessus si tu n'en as pas envie en fait. Il n'y a pas d'injonction à ça. Et tu as le droit de le faire si tu en as envie, si toi tu as envie d'évoluer sur cet aspect-là. Je veux dire, il n'y a pas de mal et tu as tout à fait le droit de te sentir jalouse et voilà, et de le vivre, et tes sentiments sont légitimes. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que c'est une question de valeur là? Est-ce qu'en fait tu es vraiment aligné avec le fait qu'il aille voir cette personne, ou est-ce que c'est une question d'insécurité?
Et il peut y avoir les deux, hein. Donc tu peux avoir envie de travailler sur la question d'insécurité, de confiance en toi, et quand même de ne pas être aligné niveau valeur qu'il ait ce type de comportement. Donc les deux sont tout à fait possibles. Donc voilà, je te laisse aller explorer ça. J'espère que ça te donne des pistes. Je vais prendre une dernière parce que là je pense qu'il est temps pour moi de m'arrêter, je commence à être un peu fatiguée. Je vais prendre une dernière au hasard, hop, c'est parti. Alors, c'est aussi une femme qui veut être anonyme, donc je te laisse en anonyme. Ma situation est la suivante. Je suis en couple depuis plusieurs années avec un homme que j'aime vraiment profondément. C'est avec lui que je veux construire des projets et qui comptent et qui ont du sens pour moi. J'ai rencontré un autre homme avec qui j'ai un lien depuis plusieurs mois. On s'appelle, on s'est rencontrés, on a dormi ensemble sans avoir eu de relation sexuelle. J'ai une très forte attirance pour lui et très concrètement, j'ai envie de faire l'amour avec lui. J'ai l'envie de faire l'amour avec lui qui lui est énorme. Mon compagnon ne supporte pas l'idée de ne pas être fidèle sexuellement. C'est que bien que je lui ai déjà parlé sans dire mon lien avec l'autre homme. D'accord, donc vous avez déjà discuté de ça. Que faire entre risquer ma relation principale pour vivre pleinement ce que j'ai à vivre ou rester dans une forme de frustration. J'espère que la situation est claire et je te remercie de l'aide que tu pourras m'apporter, même si je me doute que de toute façon, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Effectivement, tu as bien élucidé ça. Alors, quoi te dire, meuf? Déjà, première chose, sois aligné avec qui t'es vraiment. Assure-toi de faire des choix avec lesquels tu te sens juste. Donc ne trompe pas ton copain si c'est pas un truc avec lequel tu as envie de jouer, quoi. Voilà, sois droite dans tes bottes, sois honnête avec toi-même du début à la fin et jamais. Tu seras toujours, bien dans ta peau si tu es honnête avec toi-même et sur ce qui se passe. Donc là, moi ce que je comprends, c'est que tu es en couple, exclusif, ça se passe bien, vous avez des projets de vie et tu as d'un seul coup cette attirance avec quelqu'un d'autre. Et ton compagnon n'est pas au courant que tu as dormi avec lui et ton compagnon n'est pas non plus au courant que tu as de l'attirance sexuelle pour lui, même si vous avez déjà eu cette conversation d'ouverture de couple, etc. Et lui, il n'est pas OK avec ça. Ok, donc là, la question à te poser, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux en fait? Est-ce que dans ta vie, être en couple ouvert, c'est un truc important pour toi? Est-ce que ça fait partie de tes valeurs? Ou est-ce que c'est juste circonstanciel là, parce que tu es tombé sur quelqu'un qui t'attire sexuellement, mais en réalité, t'as pas du tout envie d'être en couple non exclusif, ça te ressemble pas, c'est pas qui tu es, voilà. Donc là j'ai pas la réponse, c'est vraiment à toi de te poser la question. Est-ce que ça te ressemble, est-ce que ça te ressemble pas? Et j'ai envie de te mettre en garde aussi parce que est-ce que t'es ok et est-ce que vous êtes ok, est-ce que c'est ok dans votre contrat de couple là que toi tu dormes avec quelqu'un d'autre même s'il n'y a pas de rapport sexuel en fait? Parce qu'il n'a pas l'air d'être au courant, donc assure-toi d'être droit dans tes bottes meuf. Ne fais pas des choses avec lesquelles tu ne seras pas aligné et assure-toi de respecter votre contrat à tous les deux. C'est vraiment quelque chose, il n'y a rien qui fasse plus de mal que de briser la confiance de quelqu'un. Donc assure-toi d'être en confiance avec toi-même, d'être aligné avec qui t'es, avec ce que toi tu crois, et de l'être aussi avec ton mec. Et lui, s'il n'a pas envie d'ouvrir le couple, soit t'es ok avec ça, et votre relation en vaut la chandelle, et dans ce cas, t'es pas obligé de vivre avec de la frustration, tu peux aussi choisir des pensées qui ne vont pas te créer de la frustration. La raison pour laquelle là tu vis de la frustration, c'est parce que tu te dis « Ah, quand même, ça serait vachement bien, ah mais j'y ai pas le droit ». Si tu arrêtes de penser ça et que tu te mets à te dire non mais en fait c'est pas que ça serait vachement bien et que j'y ai pas le droit, c'est que je ne veux pas en fait. Je n'ai pas envie de cette relation avec cette autre personne parce que je veux cette relation principale avec cet amoureux que j'aime et avec qui j'ai des projets. Donc fais un choix en fait. Assure-toi de faire un choix qui soit juste pour toi, qui soit aligné avec qui tu es. Et comme tu le dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Tu as le droit d'avoir envie d'être en couple ouvert et que du coup cette personne ne soit pas la bonne pour toi. Tu as le droit d'avoir envie d'être en couple exclusif avec cette personne et du coup de choisir de ne pas assouvir ce désir sexuel. Voilà. Et tu as même le droit de faire une connerie, simplement vu que là tu es en train d'anticiper, je te dirais de t'assurer que tu fais du coup des choses qui sont alignées avec qui tu es et voilà. Et je vois ma batterie clignoter, j'avais dit que c'était le dernier que je ferais, je me sens fatiguée donc c'est parfait. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi c'était le cas. Là il est vraiment temps que je m'arrête, la batterie est vidée, moi j'ai envie de faire pipi, bref c'est le bon moment pour s'arrêter. J'ai kiffé faire cette vidéo, j'ai hâte de faire la suivante qui sortira dimanche prochain, donc sur la mission de vie, le choix de vie, c'est le bordel dans ma vie, je sais pas quoi faire. Donc vous avez le Google Doc dans la barre d'infos. Je m'arrête là pour ce tea time, je vous embrasse,
Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis, alors pas demain, normalement je vlog un peu tous les jours là en ce moment, mais j'ai décidé demain de ne pas faire de vidéo parce que j'en ai fait une longue hier et une longue aujourd'hui et j'aimerais que tout le monde ait le temps un peu de regarder et comme ça moi je me prends une journée de repos demain. Donc on se revoit probablement mardi voire mercredi en fonction de quand je décide de reposter, mais très vite puisque vous le savez au mois de décembre je poste un peu tous les jours et je fais ce que j'appelle des anti-vlogmas, c'est-à-dire des vidéos qui sont parfois des vlogs mais parfois pas, comme ça a pu être le cas aujourd'hui. Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.